Bonjour, je vais vous lire le chapitre 5, Lancelot, les chevaliers de la table ronde. Chapitre 5, le mariage d'Arthur et de Guenièvre. Alors qu'Arthur et ses compagnons chevauchaient en direction de l'Ogre, ils virent venir à eux une petite troupe de jeunes damoiseaux. « Je cherche le roi Arthur, dit l'un d'entre eux. « C'est moi. Sire, nous venons nous mettre, mes frères, mes cousins et moi-même, à votre service, après que vous nous ayez armés chevaliers. Quel est votre nom, doux ami ? Je me nomme chevalier Gauvin, et je suis le fils du roi Lot d'Orcanie. Voici mes 3 frères et mon cousin. Les autres sont de bon lignage, tout comme nous. Nous avons quitté nos familles qui sont en grand danger, menacées par les Saxons. En les quittant pour vous rejoindre, nous n'avons pas failli à l'honneur, puisque vous êtes leur suzerain. Dieu vous a inspiré en agissant ainsi. Je rejoins moi-même mon royaume pour en chasser à tout jamais les Saxons, afin que mes vassaux puissent y vivre en paix. » Parvenu un peu plus tard en son château, Arthur arma chevalier Gauvin et ceux de sa lignée. Il lui ceignit l'épée, celle qu'il avait ravie au duc de Frolles, Marmiadoise la flamboyante. C'était là un grand honneur. Ne disait-on pas que c'était l'arme dont Hercule se servit lorsqu'il accompagna Jason à la conquête de la Toison d'Or? Puis il lui chaussa l'éperon et lui donna la collée. Peu de temps après leur départ de Caroèse, Merlin avait quitté Arthur afin de décider toute la noblesse de Petite-Bretagne à rallier l'armée du roi dans la plaine de Salisbury. Tous comprirent qu'ils devaient s'unir s'ils voulaient sauver la chrétienté mise en grand danger par les Saxons, et ce fut merveille de les voir partir, étendards hauts et gonfalons déployés sur la soie blanche, desquels était brodée une croix vermeille en signe de ralliement. Satisfait de son œuvre, Merlin, au gré de ses pérégrinations, arriva dans la forêt de Brocéliande. Sa connaissance de l'avenir avait dû l'en faire se détourner, mais il suivit ce jour-là son cœur et non point sa raison. Il s'engage maintenant dans le chemin de folle pensée, ainsi nommé car il menait à une fontaine qu'on disait enchantée, la fontaine de Barenton. Sur la margelle, une toute jeune fille est assise, les pieds nus dans l'eau, un livre sur les genoux. « Jeune demoiselle, qui êtes-vous ? » « Je m'appelle Viviane, et je suis la fille de messire Dionas, dont le château se trouve tout près, au fond du Val, sans retour. »« Est-ce lui qui vous a appris à lire ?» La jeune fille acquiesça, et à son tour lui demanda qui elle était. Au nom d'Enchanterre qu'il prononça, son visage s'illumina. « Comme il me plairait d'être aussi savante que vous. Votre père est un bon maître. » Votre père est un bon maître. Un père ne peut tout enseigner à sa fille. Si vous m'apprenez l'art des sortilèges, je vous ferai don de mon amitié. Maintenant tout proche de la jeune fille, Merlin est troublé. Il a chaud et son cœur bat dans sa poitrine. Le regard de Viviane est resté limpide et fervent. « Que souhaitez-vous savoir ?» demanda-t-il en un souffle. « Que savez-vous faire ?» Et Merlin lui confia que tout était possible. Commander au feu et au vent, marcher sur l'eau, donner une apparence humaine aux nuages et à la brume, faire jaillir de l'eau du sol le plus aride, déplacer un château avec ses assiégeants et ceux qui le défendent. Viviane l'écoutait, transportée. Ce jour-là, Merlin organisa pour Viviane seule une merveilleuse fête, faisant apparaître château, jardin, dames et damoiseaux, qui tous disparurent sur un signe de l'enchanteur le crépuscule venu. À présent, Merlin devait partir. Le roi Arthur avait besoin de lui. « Je vous prie de demeurer, messire. N'avez-vous point d'autre jeu à m'enseigner ? Il se fait tard, mais je vous promets de revenir. » À Salisbury, dissimulée dans les taillis à l'orée d'un bois, toute l'armée de la chrétienté se rassemblait. Que de vaillants chevaliers elle comptait. Il y avait là bien sûr les rois Ban et Bohor, compagnons d'Arthur dès la première heure, messire Gauvin et ses frères, mais aussi son père, le roi Lot d'Orcanie, et les chevaliers du roi Léoï d'Agan, et ceux de la Petite-Bretagne, ainsi que de nombreux princes étrangers, dont Sagremort, le neveu même de l'empereur de Constantinople. Tous avec leur armée. Au total, plusieurs milliers d'hommes dont la troupe s'ébranla une fois la nuit tombée. Quand l'aube se leva, ils étaient parvenus au camp des Saxons. Une pluie fine tombait et formait comme une brume qui les rendit invisibles aux veilleurs. Quelques pas seulement en les séparent. Puis, une clameur immense gonfle la poitrine des assaillants. Arthur vient de donner le signal de l'attaque. Les chevaux se cabrent sous les éperons qui s'élancent dans le camp ennemi. Dans le camp endormi. Surpris en plein sommeil, de nombreux ennemis ne pourront prouver leur bravoure. Ils gisent écrasés sous leurs tentes et sous les sabots des chevaux dont le poitrail se teint de sang. Pourtant, à l'autre extrémité du camp déjà l'alarme est donnée et le combat commencé. L'effet de surprise passé,
Arthur rallia ses hommes avant de les disposer devant la ville assiégée de Clarence, où se livrerait la bataille décisive. « Beau seigneur, beaucoup parmi vous ont reconnu Arthur comme leur suzerain légitime, dit alors Merlin devant toute l'armée rassemblée. Mais certains s'y refusent encore. Nous ne remporterons la victoire que si nous nous rallions sous l'autorité d'un chef unique, sinon les Saxons l'emporteront et c'en sera fini de la chrétienté. » Ces paroles ne plurent pas à tous, mais pleins de sagesse et désireux de chasser les Saxons, ils s'approchèrent pour rendre hommage à Arthur. Le lendemain, un soleil radieux se leva, faisant étinceler l'armure des fiers vêtus. Lorsqu'ils virent du haut des remparts des bannières portant la croix vermeille, les chevaliers de Clarence se hâtèrent de prendre leurs armes, et franchissant les hautes portes, se rejoignirent à leur libérateur. Il était temps. Les Saxons se rangeaient en ordre de bataille. « Sus à l'ennemi !» cria Merlin. « Montrez maintenant de quelle prouesse vous êtes capables !» Et il en fut plus d'un qui prouva son immense vaillance. Arthur d'abord qui fendit l'armée ennemie, laissant derrière lui un sillage de cavaliers morts ou grièvement navrés. Il prouva là à ses nouveaux vassaux qu'il était digne de leur hommage. Gauvin aussi, qui révéla un don reçu le jour de son baptême. Doté d'une puissance ordinaire le matin, il acquérait une force surhumaine à partir de midi, heure à laquelle on l'avait baptisé, force qui déclinait le soir. Tous se battirent jusqu'à ce que les Saxons fussent mis en déroute à la vue de leur chef mort. Un seul sortit vivant, Riom le Cruel, le bien nommé car il accrochait à son manteau les barbes arrachées aux joues de ses ennemis encore vivants, chair et poils. Les Bretons se jetèrent à la poursuite des fuyards. Parmi ceux-ci, quelques-uns seulement réussissent à regagner leur flotte, à prendre le large. Les autres périrent noyés. Arthur était maintenant impatient de quitter Clarence. Il songeait à Guenièvre qui l'attendait. En compagnie des rois Ban et Bohor de Petite-Bretagne, le voilà qui galope pour regagner la Carmélide. Quand il arriva à proximité de Caroèse, il vit venir à lui le roi des Léodagans, et ensemble ils firent leur entrée dans la ville en liesse et toute jonchée de fleurs. Avant de célébrer les noces d'Arthur et de Guenièvre, ce ne furent que festins, chansons et joutes dans la ville pavoisée et au château. Et lorsque le jour du mariage arrive et que Guenièvre apparaît vêtue de somptueux atours, tous s'accordent à trouver qu'elle est la plus belle femme du monde. Au milieu des jeux et des rires qui succèdent à la cérémonie, chacun des deux époux n'avait Dieu que pour l'autre. Chaque jour qui suivit, celui-ci les retrouva aussi désireux de s'abandonner à l'amour qu'ils éprouvaient, oublieux de leur entourage, ainsi qu'il arrive souvent à ceux qui s'aiment. Mais Ban et Bohor devaient repartir. Ils ne pouvaient plus longtemps laisser leur royaume sans maître. Ils firent donc leurs adieux au roi Arthur, qui leur dit une fois encore combien il leur savait gré de l'avoir soutenu dès la première heure de son règne. Il soufflait un bon vent, la traversée promettait d'être brève. La compagnie de Merlin qui se joignit à eux assurait aussi qu'elle serait agréable. Fin du chapitre 5.